Madame la Présidente, mes chers collègues, ce que nous avons vécu est un vrai plaidoyer pour l'attractivité de notre région Bourgogne-Franche-Comté. Je trouve que les deux interventions des présidents de groupe qui viennent d'avoir lieu sont le meilleur moyen d'inciter quiconque veut s'installer chez nous de le faire. Les deux, vous avez dit? Faut pas mettre... Non, vous avez dit les deux? Pour des raisons diverses. Pour des raisons diverses. En même temps? Non, j'ai dit les deux. Non, mais ça va pas, monsieur Durand. Attendez, mais monsieur Sauvadet, vous me laissez poursuivre? Non, mais attendez, les deux. Ça veut dire les deux. Je trouve que nous... Non, mais les deux. Non, mais monsieur Sauvadet, écoutez ce que je dis. Je commence à peine de parler, s'il vous plaît, monsieur Sauvadet. Enfin, madame la présidente. Nous sommes dans un climat... On va laisser monsieur le préfet s'installer. Bonjour, monsieur le préfet. Les deux. Le climat de cette session est un climat... C'est un climat anxiogène. Alors évidemment, je ne reviendrai pas sur les propos de monsieur Odoul. Non, un peu de calme. Jérôme Durain n'a pas dit les deux. Jérôme Durain a dit les deux interventions. Il n'a pas dit les deux. Il a dit les deux interventions qui viennent de se dérouler. Il n'a pas dit les deux. Donc, Jérôme Durain. C'est son attractivité, ça a été dit à plusieurs reprises. Je laisse monsieur Odoul à ses délires sur la perte de points sur laquelle il nous a fait 5 minutes et je le renvoie dans ses cages, puisque cette circonstance est d'actualité, quand il nous parle de spectacles décadents s'agissant de la fête de la musique à l'Élysée. Quand l'extrême droite parle de décadence, on sait où ça mène. Sur le sujet le plus important pour nous, qui est un sujet à la fois administratif, financier et un sujet d'attractivité régionale, je m'inscris en faux sur ce qu'a dit le président Sauvadet. La région Bourgogne-Franche-Comté est en voie de transformation profonde. Nos atouts sont nombreux. Nos ressources sont nombreuses. La qualité de nos territoires et de ses acteurs sont évidents. J'en veux pour preuve un exemple que je tiens d'hier, où en Saône-et-Loire, à l'ENSAM-Cluny, avait lieu à l'initiative des chambres consulaires une journée sur la transformation numérique de nos entreprises, que la région d'ailleurs a aidé. J'en veux pour preuve le travail que nous faisons sous la houlette de Patrick Ayache sur le tourisme. J'en veux pour preuve tout ce qui se fait autour du numérique. Je veux citer les initiatives nombreuses qui sont prises en matière économique dans le cadre de l'AER ou par Jean-Claude Lagrange, vice-président en charge de ces dossiers. Je veux terminer par les sujets des contrats territoriaux que nous allons aborder dans cette session et qui montrent le dynamisme de la région. Vous dites, monsieur Sauvadet, que nous sommes les rois de la communication. Je crois que nous n'en faisons pas assez parce que cette région, elle se transforme profondément et peut-être, à contrario de ce que vous avez dit, ne communiquons-nous pas assez sur ces transformations. S'agissant des éléments que vous avez développés sur le compte administratif, c'est un sujet qui est aride, souvent mal compris par nos concitoyens. Je veux rappeler quelques faits face aux procès d'intention qui nous sont intentés. On nous dit insincérité, on le susurre. On nous parle d'impréparation de notre compte administratif. On parle de manque de transparence ou de manque d'ambition dans le choix budgétaire. Vous nous disiez l'année dernière baisse des investissements, hausse du fonctionnement. Vous voyez que la courbe s'est inversée. Je crois que nous vous avons entendu. Vous pouvez être rassurés. Les inquiétudes sont levées. Et finalement, ce qu'on peut retenir de ce qu'a dit la présidente et de ce que le compte administratif développe, c'est que cette région, elle est bien gérée. La capacité de désendettement est passée à 2,7 années. Le taux d'épargne brute baisse à 19,4%. Le taux d'exécution de notre budget en termes d'investissement est de 83%. La hausse des dépenses d'investissement hors dette s'élève à plus de 7%. Tout cela va dans le bon sens. Alors vous voyez, nous avons écouté, et je crois que d'autres collectivités ne font pas aussi bien en matière de gestion, notamment en matière de taux d'exécution des dépenses d'investissement. Michel Neugnot aura l'occasion de revenir sur tous ces aspects plus tard dans la journée.
Donc investir plus, nous le faisons bien. Dire ce que l'on fait par volonté de transparence et faire ce que l'on dit par nos actions, tel est le leitmotiv de cette majorité régionale. Et je veux saluer d'ailleurs le travail des services de la région, de son DGS, dont je souhaite à nouveau saluer le dévouement, l'implication et le travail accomplis depuis 2 ans pour les services et désormais sous l'autorité de notre nouveau directeur général des services. Nos ambitions, elles sont claires, elles ont été affirmées au début de mandat. Nous les avons imprimées sur papier dans notre stratégie de mandat qui a été adoptée par cette Assemblée. Et nous le faisons malgré des conditions d'exercice de plus en plus contraignantes imposées par le président de la République, qui continue, et je vous rejoins en partie sur ces aspects, de piétiner tout ce qui n'est pas exclusivement décidé à l'Élysée. Je vais faire un point sur le pacte financier et la contractualisation que le gouvernement nous oblige à signer sous peine de sanctions. Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont, semble-t-il, voulu réinventer la définition de termes de contrat qui, normalement, signifie un accord des parties en présence. Car dans ce cas précis du pacte financier, le gouvernement nous oblige à signer sous la menace de pénalités fortes qui impacteraient nos politiques publiques régionales. Jamais contrat n'a tant rimé avec contrainte. La philosophie qui transparaît derrière le contrat financier avec l'État est critiquable à tout point de vue, notamment pour la gauche. Nous sommes à l'origine de la décentralisation, vous l'avez vous-même rappelé, Monsieur Sauvadet, maintes fois combattu à l'époque et aujourd'hui défendu par tous. Nous considérons que ce contrat constitue une atteinte à cette décentralisation, alors que le sens de l'histoire et le pragmatisme prévoyaient plus d'autonomie pour l'échelon régional, pour plus de proximité. C'était le sens de la loi NOTRe. Restreindre les dépenses de fonctionnement à 1,2%, c'est un contrat biaisé, quand la moitié de ces dépenses sont destinées aux politiques de solidarité pour les départements. Je comprends donc la colère des présidents de département, qu'ils soient de droite, de gauche, de Bourgogne-Franche-Comté ou d'ailleurs. On sait sur ce sujet que les départements jouent un rôle majeur dans la prise en charge des mineurs isolés et que l'État n'a sans doute pas suffisamment pris en compte ce contexte avant d'imposer leur signature au bas du pacte financier. Mais les mêmes questions se posent pour les régions. Alain Rousset, président de la Nouvelle-Aquitaine, parlait de contrats diaboliques et humiliants et concluait « La responsabilité nous oblige à signer le pacte pour protéger notre collectivité et préserver nos intérêts financiers. Nous ne signons pas par gaieté de cœur. Nous condamnons cette pratique intolérable. » Alors ce contrat est-il léonin? Oui, il l'est assurément. L'État est-il le mieux placé pour faire la leçon aux collectivités en matière de bonne gestion? Évidemment non, chacun le sait, et la Cour des comptes le relève encore ce matin. Ce pacte constitue-t-il un recul de la décentralisation et une entrave à l'autonomie financière des collectivités? Hélas oui. Donc notre majorité a déposé une motion pour porter notre désaccord profond avec ce coup porté à l'autonomie financière et aux libertés locales. La réalité, c'est que nous sommes liés par 2 contrats. Le premier, c'est le plus important pour nous, est celui qui lie notre majorité régionale aux habitants de Bourgogne-Franche-Comté. Ce contrat porte les politiques publiques que nous avons proposées aux électeurs, le soutien à tous les territoires, la solidarité régionale, la transition écologique et numérique, la formation professionnelle des demandeurs d'emploi ou le développement économique et l'attractivité. Ce contrat suppose que l'institution régionale aille au bout des compétences qui lui sont dévolues et des engagements qui ont été pris. La présidente l'a rappelé, 1,2% ou pas, nous ne renoncerons à aucune des dépenses légitimes que notre plan de mandat requiert, avec en même temps, et cette formule sera notre seule concession au Nouveau Monde, le souci de la bonne gestion de notre collectivité. Eu égard à ce contrat essentiel à nos yeux, le pacte financier imposé par l'État pèse de peu de poids. Sur ce sujet, l'État est brutal. Nous serons froidement pragmatiques, comme un bon élève qui rend la copie attendue par son professeur en se désolant de la pauvreté de l'exercice qui lui est demandé. Oui, nous dénonçons la méthode, fortement, mais nous signerons pour en minimiser les effets sur nos finances. Ce combat n'est pas de droite ou de gauche, comme en atteste la diversité des positions prises dans cette région même. La Nièvre et la Côte d'Or refusent de signer, Lyon et la Haute-Saône apposent leur paraphe en bas de page. Alors faut-il en faire plus? Ruer dans les brancards, s'accrocher au lustre de Matignon, défiler dans les rues? Nous ne le croyons pas. Nous serons les premiers à contester une forme de mépris du président Macron vis-à-vis des élus et des territoires, mais nous avons choisi de faire en sorte que ce pacte n'ait pas de conséquences néfastes dans notre région. Notre collectivité est un rempart contre les politiques libérales du gouvernement.
car nous agissons au quotidien pour pallier les mesures d'austérité qui touchent en premier lieu les plus modestes. Mais en nous imposant ce pacte financier, le gouvernement veut affaiblir ceux qui, comme notre majorité régionale, se dressent face à cette forme nouvelle de libéralisme autoritaire et ultra-jacobin. Malgré ce contexte de chasse au pognon de dingue que nous sommes censés dépenser sans aucune responsabilité, nos ambitions restent inchangées: faire réussir notre région, la moderniser, relancer l'économie, rendre attractive la Bourgogne-Franche-Comté. Alors vous l'avez compris, pour conclure, Madame la Présidente, mes chers collègues, je réitère cette conviction profonde: l'État doit jouer son rôle plein et entier pour tous les territoires. Nous ne devons laisser personne au bord du chemin et nous devons ensemble défendre nos territoires ruraux. Sans cela, nous continuerons d'alimenter la colère, le vote extrême dont nous ne connaissons que trop bien le triste projet. Pour terminer, Monsieur Sauvadet, vous parliez d'un combat de valeurs. Donc la décentralisation est un combat de valeurs. Les 1,2% sont un combat de valeurs. Mais dans la période, il y en a d'autres, des combats de valeurs. Je pense par exemple à la répartition des richesses, des choix fiscaux. Il me semble que c'est un combat de valeurs. Je pense à la vision du travail, à l'organisation du travail, au droit au travail. C'est un combat de valeurs. Je pense aussi à l'asile et à l'immigration. Et c'est un combat de valeurs d'actualité au Parlement. Et je constate que sur ce combat de valeurs, la droite souvent a rencontré le chemin des souhaits de M. Macron.